Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité ce soir. Sa Majesté le roi Mohamed VI se préside au Palais Royal de Rabat un conseil des ministres consacré notamment à l'approbation de projets de décrets concernant le domaine militaire et nombre de conventions internationales. Un conseil de ministres également marqué par l'annonce de plusieurs nominations. Son Altesse royale le prince Moulay Rachid représente Sa Majesté le roi Mohamed VI aux travaux de la 32e session du sommet arabe à Jeddah. Cause palestinienne, terrorisme, situation au Soudan sont notamment à l'ordre du jour. À suivre, les grandes lignes de la déclaration finale qui a sanctionné les travaux de ce sommet. « 67e anniversaire de la DGSN, l'institution de sûreté nationale célèbre ses différentes brigades. À Fès, les journées portes ouvertes se poursuivent au rythme de démonstrations grandeur nature. Des exercices qui rencontrent un franc succès chez le grand public et font même naître quelques vocations. Il a le don de faire jaillir vos talents. Adil Fall initie des centaines de comédiens en herbe à l'improvisation théâtrale. Un terrain de jeu illimité qui n'a plus de secret pour cet acteur accompli. Il lui a même dédié un festival international prévu dans 6 jours. Avant-goût de cette manifestation culturelle première en son genre au Maroc. Ce sera avec Adil Fall, fondateur de ce festival. Il est l'invité de notre escale culturelle de la semaine. Bonsoir, activité royale en ouverture de ce journal au Palais Royal à Rabat. Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé un conseil des ministres consacré à l'approbation de projets de décrets concernant le domaine militaire et nombre de conventions internationales. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak Lemrini. Au début des travaux de ce conseil tenu aujourd'hui, Sa Majesté le roi a demandé des explications à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts sur les résultats de la campagne agricole actuelle et les mesures que le gouvernement prendra pour soutenir les agriculteurs à cause de la hausse des prix des matières premières agricoles, ainsi que sur la bonne préparation de la prochaine campagne agricole. Monsieur le ministre a répondu que bien que cette campagne agricole intervienne dans le contexte de la succession des années de sécheresse, la production céréalière devrait atteindre près de 55 millions de quintaux, soit une augmentation de 62% par rapport à la campagne précédente, 34 millions de quintaux. Cette campagne est considérée comme étant la meilleure en comparaison avec les 5 dernières années qui ont enregistré un déficit pluviométrique similaire. Monsieur le ministre a également souligné que le gouvernement, en exécution des hautes orientations royales, entamera la mise en œuvre d'un programme de soutien aux agriculteurs avec une enveloppe budgétaire estimée à 10 milliards de dirhams qui comprend le soutien des aliments importés destinés au bétail et aux volailles, le soutien des matières premières agricoles importées en vue de réduire le coût de production de certains légumes et fruits, le renforcement des capacités de financement du Crédit agricole du Maroc afin de consolider ces interventions d'accompagnement des agriculteurs outre l'affectation de fonds pour l'importation du blé tendre afin d'assurer l'approvisionnement normal du marché jusqu'à décembre 2023. Par la suite et en consécration de la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, ne cesse d'entourer les membres des forces armées royales dans différents domaines, notamment à travers une formation moderne et une qualification continue permettant à l'ensemble de leurs composantes de bien accomplir leurs devoirs, le souverain a approuvé les projets de décret suivants. Un projet de décret relatif à l'organisation de l'école royale interarmée d'administration, un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à l'organisation de l'école royale de l'air, visant à répondre aux besoins des forces royales en ressources humaines. Un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à l'organisation de l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile. Dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat liant le Maroc à plusieurs pays frères et amis, et de la consolidation de la place du Royaume et de ses engagements sur les plans continental et international, le Conseil des ministres a adopté 8 conventions internationales, dont 2 bilatérales et 6 multilatérales.
Par la suite, et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Équipement et de l'Eau, Sa Majesté le Roi a nommé M. Tariq Al-Aroussi, président du directoire de la Société d'exploitation des ports. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Sa Majesté le Roi a nommé M. Hosni El-Ghazaoui, président du directoire du groupe d'aménagement Al-Omran. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Sa Majesté le Roi a nommé M. Mohamed Fekrat, président du directoire du Crédit agricole du Maroc. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a bien voulu nommer M. Mohamed Ben Yahya, directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, et M. Saïd Mouline, directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre du Transport et de la Logistique, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer M. Rassan El Meshrafi, directeur général de l'Agence marocaine du développement de la logistique. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Sa Majesté le Roi a nommé M. Fouad Arif, directeur général de l'agence Maghreb Arabe Presse. Pour plus de développement, ce sera dans nos prochaines éditions. Escale à présent à Jeddah où se sont ouverts aujourd'hui les travaux de la 32e session du sommet arabe. Rois, chefs d'État et dirigeants arabes prennent part à ce sommet dans un contexte régional marqué par des changements successifs et une escalade de crise. Sa Majesté le Roi Mohammed VI est représenté à ce sommet par Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid. Les travaux de ce 32e sommet ont été sanctionnés par la déclaration de Jeddah. Les précisions en compagnie de Nisril Hamdawi. À son arrivée à l'aéroport international Roi Abdelaziz à Jeddah, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a été accueilli par Son Altesse Royale, le prince Badr Ben Sultan Ben Abdelaziz El Saoud, vice-émir de la région de la Mecque. Aux travaux de la 32e session du sommet arabe, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ce sommet qui connaît la participation des rois, des chefs d'État et des dirigeants arabes examine les efforts à même de préserver la sécurité et la stabilité de la région et à promouvoir les intérêts arabes. Le contexte est particulier. La région et le monde sont traversés par des crises et des conflits régionaux et internationaux, mettant les pays arabes dans l'obligation de trouver des mécanismes pour relever des défis communs. La déclaration de Jeddah sanctionnant les travaux du sommet a exprimé son soutien au rôle du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu'à son bras exécutif, l'agence Beit Mal Al-Quds, dans la défense de la ville sainte et de la résistance de ses habitants. D'autre part, la décision du sommet relative à la cause palestinienne a salué les efforts continus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la défense d'Al-Quds al-Sharif et le soutien de la cause palestinienne. La décision s'est également félicitée des projets réalisés par l'agence Beit Mal Al-Quds, bras exécutif du comité Al-Quds, sous la supervision du souverain pour maintenir les Maqdissi dans leurs terres et soutenir leur résistance. Elle a également salué la réponse du Royaume du Maroc au sujet de l'augmentation de sa contribution financière au fonds Al-Aqsa et Al-Quds à hauteur de 12,5 millions de dollars. Le sommet a souligné aussi l'importance de mettre en lumière les efforts de l'agence Beit Mal Al-Quds al-Sharif dans le cadre du plan d'information sur la ville d'Al-Quds tel qu'il a été adopté par le Conseil des ministres arabes de l'information. Les efforts du Maroc pour le règlement de la situation en Libye ainsi que la solidarité du Royaume avec le Yémen ont également été salués. Dans une décision relative à l'évolution de la situation en Libye, le sommet arabe a souligné l'importance de s'appuyer sur l'accord politique libyen signé à Skhirat en 2015 pour un règlement politique ainsi que pour sa pleine mise en œuvre.
Les dirigeants arabes ont mis en avant les efforts déployés par le Royaume du Maroc avec ses frères arabes en solidarité avec le Yémen, contribuant au programme de reconstruction et de redressement économique de ce pays. Dans ce sens, le sommet a réaffirmé le soutien à tout ce qui garantit la sécurité et la stabilité du Yémen et réalise les aspirations du peuple yéménite, ainsi qu'aux efforts internationaux et régionaux visant à parvenir à une solution politique globale à la crise dans ce pays, sur la base des 3 références représentées dans l'initiative du Golfe et ses mécanismes de mise en œuvre, les résultats du dialogue national yéménite et les résolutions. Le sommet arabe s'est également félicité de l'accueil par le Royaume du Maroc de l'Assemblée annuelle du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévu du 9 au 15 octobre prochain à Marrakech. Dans les résolutions qui ont sanctionné ces travaux, il a exprimé le soutien des dirigeants arabes aux efforts du Maroc pour faire de cet événement international un succès, exhortant les pays arabes et les parties concernées à participer activement à ces réunions. L'exploitation des enfants et l'enrôlement des réfugiés, l'exploitation des réfugiés et l'enrôlement des enfants des camps dans les milices armées fermement condamnés à Addis Abeba lors d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur l'action humanitaire en Afrique. L'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine, Mohamed Arouchi, a souligné que les opérations d'enregistrement et de documentation des réfugiés constituent un outil fondamental pour garantir leur protection. Pour le diplomate marocain, il s'agit de faire en sorte de protéger cette catégorie vulnérable de toute exploitation par certains partis qui, sous prétexte d'apporter une assistance aux réfugiés, les instrumentalisent pour servir leur agenda restreint et mal intentionné, en plus de détourner les aides humanitaires qui leur sont destinées. L'initiative nationale pour le développement humain célèbre ses 18 ans d'existence. Le coup d'envoi de la célébration de cet anniversaire a été donné à Nador, avec pour mot d'ordre le bilan des réalisations et des acquis de la phase 3. On en fait le point avec Rachid Latsabi et Nisrine Aoustar. Elle place le capital humain au centre de ses préoccupations. L'Initiative nationale pour le développement humain retrace ses 18 ans au chevet des populations nécessiteuses. À Nador, la parole est au porteur de projets financés au titre de la phase 3. L'INDH m'a été d'un grand support dès la phase de lancement de mon projet jusqu'à la post-création. J'ai reçu l'aide nécessaire pour développer mon activité. Aujourd'hui, mon entreprise est arrivée à maturité et a atteint son objectif ultime, la réinsertion professionnelle des femmes commerçantes de Melilla dans le secteur du textile. Des témoignages qui attestent de l'efficacité de l'action sociale en faveur de l'amélioration des revenus et l'intégration des jeunes. Des solutions prometteuses, nécessaires afin de mettre sur pied une nouvelle architecture sociale. Fidèle à son credo, l'initiative met la dernière main à sa phase 3. L'heure est au bilan. À travers toutes les préfectures et provinces du Royaume, on commémore cette journée très importante pour débattre du bilan de ce qui a été fait au niveau de la 3e phase, mais aussi toutes les propositions possibles, bien sûr, dont on tiendra compte pour l'élaboration des futures phases, Inch'Allah. De 2019 à 2023, quelques 439 projets ont vu le jour à l'échelle de la province, mobilisant un investissement global de 342 millions de dirhams, dont 255 millions financés par l'INDH. C'est l'équivalent de 75% du montant global. Cette multitude de projets à forte valeur ajoutée a généré une dynamique de développement socio-économique exceptionnelle en faveur de la population locale. Infrastructures, services sociaux de base, accompagnement des personnes en situation de précarité, des domaines d'intervention qualitatifs. Sur le terrain, ce ne sont pas moins de 25 500 projets et activités qui ont vu le jour au cours de cette 3e phase pour une enveloppe budgétaire de plus de 10 milliards de dirhams. Autre célébration marquant cette semaine, les 67 ans de la création de la Direction générale de la Sûreté nationale.
En commémoration de cet anniversaire, Fès accueille la 4e édition des Journées Portes Ouvertes de la DGSN. L'occasion pour les visiteurs de découvrir de près le travail de l'ombre des vaillantes unités opérationnelles d'intervention. Au programme, des exercices simulés de la police cynotechnique. Reportage de nos envoyés spéciaux à Fès, Mohamed Louahibi, Fouad El-Harch et retour à Nisrina Ozdar. Ils sont nombreux à admirer la parfaite harmonie entre ces experts de la police cynotechnique et ces canidés bien dressés. Attaque muselée, détection à distance des explosifs, repérage des personnes dangereuses, recherche de survivants sous les décombres. Les cynotechniciens et leurs compagnons à 4 pattes ne reculent devant rien pour apporter des solutions adéquates. Dans n'importe quelle situation, leur aide est précieuse. J'ai beaucoup aimé ces démonstrations. C'est un travail formidable. Les progrès réalisés par la DGSN sont nombreux et remarquables. C'est une source de fierté pour tous les Marocains. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements aux éléments de la DGSN qui veillent à assurer notre sécurité. La division de la police cynotechnique est en évolution permanente. Sur les voies publiques, au niveau des ports et des aéroports, partout où le besoin se fait ressentir, ces professionnels répondent à toutes les demandes sécuritaires avec célérité et efficacité. Tant d'atouts exposés au grand public ici à Fès. La participation des éléments de la police cynotechnique à cette 4e édition des Journées Portes Ouvertes de la DGSN se décline sous 2 formes. Il y a d'abord tout un stand qui est consacré à cette spécialité qui attire beaucoup de visiteurs. Pour ce qui est du 2e volet, il concerne les exercices simulés sur le terrain pour rapprocher le grand public de la nature des missions qui incombent à la police cynotechnique. L'initiative vient consolider la proximité avec les citoyens qui sont au cœur des préoccupations de cette spécialité à haute technicité de la DGSN. À présent, ce nouveau coup de filet des éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, un réseau criminel actif dans la fabrication et le trafic d'embarcations pneumatiques. L'immigration régulière et le trafic de drogue a été démantelé hier. Sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, 3 suspects, dont le cerveau du réseau, ont été arrêtés lors de 2 opérations distinctes. Opération soldée par la saisie de 59 kg de Chira, 2 bateaux pneumatiques, de moteurs à eau, d'équipements marins et d'une voiture légère. Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Ouvrons à présent la page culturelle de ce journal avec le grand rendez-vous livresque de l'année. Le Salon international de l'édition et du livre revient bientôt pour la 28e édition. Sera présentée au public une vaste sélection de plus de 120 000 titres, des contenus pluridisciplinaires offerts par plus de 737 exposants et libraires de 51 pays. Le ciel mettra cette année à l'honneur un invité spécial, la littérature québécoise. Une véritable bibliothèque à ciel ouvert. Allez-y, nombreux, c'est du 1er au 11 juin à l'espace OLM Suisse à Rabat. On enchaîne avec notre escale culturelle de la semaine. Ce soir, nous vous proposons de découvrir l'improvisation théâtrale. Tout un festival lui est dédié. Cette manifestation du 6e art aura lieu du 25 au 27 courant à Rabat et à Casablanca. L'événement est l'initiative de la team, la troupe d'improvisation du Maroc. Au programme des matchs d'improvisation théâtrale, mais aussi des concepts d'exception, dont des pièces entièrement et instantanément improvisées dans un bel esprit de collaboration entre les comédiens. Et pour en parler plus longuement, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Adil Elfal, coach d'improvisation théâtrale et fondateur de l'événement. Adil Elfal, bonsoir. Bonsoir. Alors, la 4e édition du Festival international de l'improvisation théâtrale, c'est dans une semaine. Exactement. Que promet cette nouvelle édition
Écoutez, beaucoup de surprises. Comme le dit l'adage de l'impro, on ne sait pas, si le public ne sait pas ce qu'il va voir, nous-mêmes on ne sait pas encore ce qu'on va jouer. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va être du lourd, comme on dit dans le métier. Et ce qui est surtout magique dans cette forme d'expression artistique, culturelle, théâtrale, c'est que tout se crée maintenant, Exactement. instantanément. On est devant des comédiens qui font appel à leur imagination, à leur esprit d'improvisation. Il y a des liens qui se tissent, des personnages qui se créent d'une façon tout à fait spontanée. Comment vous vivez cette expérience artistique, mais également humaine? Écoutez, on apprend à être dans le moment présent et c'est justement un petit peu ça la magie de l'impro, c'est que les gens pensent que, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais en fait il faut savoir faire la part des choses et savoir juste me connecter à la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que là maintenant je suis avec vous, et ben, je vais vous écouter jusqu'à la fin et répondre à votre question. Et au Maroc, comme ailleurs, d'ailleurs, j'aime pas trop ce truc, on a tendance à ne pas être dans l'écoute, exactement. On a tendance à anticiper ce qu'on va dire. Vous commencez à poser votre question, à la moitié du temps, je ne vous écoute plus, Vous pensez à la je réponse. pense à la réponse. Alors qu'en fait, non, je suis dans le moment présent, j'écoute ce que vous me dites, votre regard, votre manière de vous poser, la manière de me parler, tout ça, c'est des outils que je vais réutiliser et qui vont nourrir mon personnage, qui nourrira le vôtre, et ainsi de suite. Et on va créer de très très belles histoires ensemble. On va justement faire appel à tous ces outils et je vais vous demander de vous prêter un jeu auquel vous êtes très familier, l'improvisation, bien évidemment. Alors, je vais vous demander une improvisation, on va dire, oui, une improvisation d'une minute, un monologue. Pour thème, si je vous dis football, gloire, espoir, la catégorie, on fera ça façon Shakespeare. Football, gloire et espoir. Football national surtout. Waouh, ça c'est vraiment. Je vous donne les 20 secondes pour cogiter. Ça c'est vraiment me prendre de court, mais je vais me prêter au jeu, pas de souci. Tout à fait, c'est à vous. Je veux dire depuis le 10 octobre, j'ai vu le jour. Depuis le 10 octobre, j'ai eu beaucoup d'espoir. Depuis le 10 octobre, j'ai beaucoup broyé de noir devant mon petit écran, à force de voir mon drapeau et mon équipe essayer d'arriver à quelque chose. Et depuis peu, cet espoir est devenu réalité. Depuis peu, ce visage fermé est devenu ouvert. Depuis peu, je vois les gens sourire et lever le drapeau fièrement. Et pour ça, j'ai envie de dire merci au football, merci à l'équipe nationale et merci aux jeunes poussins qui sont en train de nous rendre encore plus fiers. Et je pense que toute une nation est derrière eux et on ne va pas les lâcher. Bravo pour cette brillante prestation. Maintenant, donnez-nous les secrets derrière cette improvisation. Comment vous arrivez à gérer toutes ces gestuelles, tout ce langage instantané, spontané? Alors, il y a beaucoup de réparties. Hein, ça se travaille en fait dans nos ateliers, on travaille beaucoup ça. On travaille la répartie, on travaille le lâcher prise, on travaille la prise de parole en public, on travaille ne pas stresser. Par exemple là, je ne m'attendais pas du tout à votre question. Je ne vais pas montrer que même si à un moment j'étais là en mode est-ce que je vais réussir ou pas, mais je ne vais pas stresser et je vais y aller. Et de toute façon, il faut faire. On va faire et on va arriver à quelque chose. Si c'est pas bien, c'est pas grave, ça sera fait et la prochaine fois ça sera mieux. Et en fait, l'improvisation nous apprend à être humble parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper, on peut ne pas réussir. Mais il faut recommencer, il faut refaire. En tout cas, c'est un terrain de jeu illimité pour vous. Infini. Seule l'imagination est la limite. Infini, Je vous exactement. remercie, Adil Fall. Nous Merci allons justement rester dans cette ambiance foot pour annoncer les couleurs du match crucial attendu justement ce soir qui attend les Lionceaux, les jeunes protégés de Saïd Chiba. Ouais. Rêve grand et nous aussi pourtant le même rêve, celui de soulever le trophée continental de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection nationale des moins de 17 ans affronte ce soir à Alger son homologue sénégalaise. Dans quel état d'esprit se prépare ce duel? Ambiance avant-match avec Boubkar Benrablet. C'est dire que ce sont les meilleures formations de la compétition qui s'affrontent ce soir. Maroc-Sénégal, un duel palpitant et qui sera âprement disputé. Les hommes de Saïd Chiba voient désormais grand après avoir validé leur billet pour la phase finale du Mondial 2023. Ils rêvent d'inscrire leur nom parmi les vainqueurs du titre continental. Saïd Chiba affiche une confiance sans faille. Les matchs de cette compétition, que le Sénégal dispose d'une équipe très compétitive, comme vous l'avez évoqué, et on les connaît, ils nous connaissent très bien. Donc il n'y a plus de mystère autour des deux équipes. De notre part, on a préparé du mieux
Notre plan de jeu, on les connaît, ils nous connaissent. Les lionceaux de l'Atlas ont fait montre d'une volonté d'acier de défendre jusqu'au bout leur chance dans cette compétition. Ils se doivent de livrer une bataille sans merci afin de revenir au pays avec le trophée. Nous sommes à la veille d'une grande finale que nous disputerons face à l'équipe du Sénégal. Nous avons confiance en nos capacités à surmonter l'obstacle. L'équipe est très soudée autour du staff technique et médical. Nous espérons revenir avec le trophée au Maroc. Le match sera âprement disputé entre les deux équipes. N'oublions pas que c'est une finale. Je voudrais rassurer les supporters que d'Alger, nous ramènerons la coupe au Maroc. Dans le camp adverse, le football sénégalais veut continuer sa razzia sur les titres continentaux et s'adjuger une 4e couronne africaine. Les Sénégalais sont actuellement détenteurs de la Coupe d'Afrique des Nations, du Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux et de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Après, on dit tout le temps une finale, ça reste une finale. Ça reste un moment pour les joueurs d'inscrire leur nom un peu sur l'histoire de cette Coupe d'Afrique. C'est extrêmement important. Comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je pense que les gens l'ont compris. Ils veulent marquer l'histoire du Sénégal, ils veulent marquer l'histoire en U17. Et ça passera par faire un excellent match contre le Maroc. Avant d'atteindre ce stade de la compétition, les lionceaux de l'Atlas avaient pris le dessus sur l'Afrique du Sud 2-0 et 1-0 face au Nigeria, contre une défaite face à la Zambie 2-1 au 3e match. En quart de finale, dans le derby 100% maghrébin face au pays hôte, les lionceaux de l'Atlas l'ont facilement emporté 3-0. Une victoire de l'équipe nationale aujourd'hui les verrait devenir la 2e équipe maghrébine à remporter le titre après l'Égypte. Adil Fall, quels sont vos pronostics pour ce match? Écoutez, moi je dirais un bon 2-0. J'espère bien porter mon nom de Adil Fall. Je dirais de bon augure pour ce match. Je dirais un 2-0 pour l'équipe du Maroc, On souhaite bonne chance à nos lions de l'Atlas et puis on invite nos chers téléspectateurs à aller nombreux visiter ou assister au Festival international de l'improvisation théâtrale. Ça se passe le 25, 26, 27 à Rabat et Casablanca. Donc il va y avoir du match d'impro. Il y a 3 pays. Le Maroc, la France et la Belgique pour un tournoi. Puis il va y avoir du cabaret et, comme vous l'avez dit au début, des pièces de théâtre totalement improvisées. Le show est garanti. Le show est garanti, les émotions seront là 100%. Tout à fait, allez-y nombreux. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal SIA. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.